L'attention portée à la réalité, cherchant ainsi par la non-idéalisation un vraisemblable plus qu'une vérité idéale, touche au XVIIe siècle l'ensemble de l'Europe. En France, l'importance du goût est telle qu'un terme a même été créé pour désigner ces artistes, les peintres de la réalité. Alors l'origine de l'expression, c'est Champfleury. Champfleury qui est un auteur, un homme de lettres très savoureux, très peu connu. Il a écrit une belle histoire des chats et était surtout passionné et le redécouvreur des frères Le Nain. Donc c'est à cette occasion qu'il parle des peintres de la réalité sous Louis XIII. Et ensuite, il y a eu une grande exposition quelques décennies plus tard, en 1934, organisée à l'Orangerie des Tuileries sous ce titre, ordonné par Paul Jameau et Charles Serling, et qui a permis de redécouvrir qui étaient les peintres de la réalité, c'est-à-dire des artistes extraordinaires, absolument pas connus à l'époque, les frères Le Nain, Georges de la Tour. Les peintres de la réalité doivent être compris dans un contexte européen. Il y a vraiment un courant réaliste de la peinture européenne au cours des années 1630 et 1640 avec des grands noms, pensez à Ribera, pensez à Murillo, pensez dans le nord de l'Europe à Franz Hals, à Judith Leister. Donc il y a vraiment un intérêt pour la représentation du quotidien, des gens du peuple, de scènes vraiment populaires. Alors on est dans la continuité du Caravage, c'est Caravage qui rend possible en quelque sorte ce mouvement réaliste européen, et il a une singularité en France avec vraiment des artistes hors normes que sont les frères Le Nain, Georges de la Tour, quelques autres aussi autour d'eux, mais qui ont connu une période d'oubli et donc qui ont été redécouverts progressivement et notamment grâce à l'exposition de 1934, Les peintres de la réalité. Parmi ces peintres, l'un d'entre eux est particulièrement identifié par le grand public. Il s'agit de Georges de la Tour. Quand a-t-il été redécouvert ? Alors la redécouverte de Georges de la Tour, c'est vraiment un modèle du travail de l'histoire de l'art. C'est un artiste qui a eu du succès de son vivant, c'est pas un artiste maudit du tout, au contraire, il a une belle ascension sociale qui conduit au XVIIe siècle à la noblesse, et son fils Étienne devient noble, acquiert la noblesse, acquiert un fief, et lui-même, Georges de la Tour, peint pour le gouverneur de Lorraine, peint pour le roi Louis XIII, et donc vit très bien de sa peinture, mais sa manière de peindre a déplu par la suite, dans les décennies qui ont suivi, et du coup, lui-même a été oublié et ses peintures sont passées sous d'autres noms. Vous pouvez les admirer encore, ils étaient dans quelques collections, mais on ne faisait plus le lien entre les tableaux et l'artiste. Et c'est un historien de l'art allemand, Hermann Voss, qui va faire le lien entre les écrits retraçant la biographie, la vie du peintre, et puis les tableaux dispersés. Il a notamment été fasciné par les tableaux qui sont conservés au musée de Nantes et au musée de Rennes. L'apparition de l'ange à Saint-Joseph à Nantes, le merveilleux nouveau-né de Rennes, il a été fasciné par ces tableaux, et il a le premier fait le lien avec la personnalité de la Tour, car le tableau de Nantes est signé la Tour. Il a fait le lien, et en gros, il a du coup fait ressusciter la personnalité artistique de Georges de la Tour, et ça c'était en 1915 dans un article dans un journal allemand, et ensuite, eh bien, peu à peu, d'autres tableaux de la Tour ont été identifiés, et immédiatement après l'identification de celui-ci, en 1926, confirmé par Hermann Voss, le Louvre a acheté le tableau. Donc c'est le premier La Tour à entrer en Louvre, 1926. Alors on a une scène qui est une scène traditionnelle au XVIIe siècle, une adoration des bergers. Les figures sont rassemblées autour du nouveau-né, emmailloté, vous voyez, à la mode du XVIIe siècle, avec surtout une étude de la lumière. Ce qui caractérise Georges de la Tour, c'est qu'il s'inscrit dans la tradition caravagesque, mais avec des connexions nordiques, et notamment cette manière d'éclairer à la chandelle qu'on trouve dans un courant à Utrecht,
donc dans les Provinces-Unies, la Hollande actuelle, on appelle les Caravagestes d'Utrecht, des artistes comme Anthorst ou Terbruggen, qui inventent cette manière non d'éclairer de biais latéralement, mais d'éclairer à l'intérieur du tableau. Et Georges de la Tour va explorer les possibilités artistiques, visuelles de cet éclairage si singulier. Et vous voyez comment il y a ce contre-jour sur la main qui cache cette lumière, la subtilité du rendu, et puis même un sens symbolique, c'est-à-dire le Christ est humain, il est un Dieu caché dans son humanité, dans un lieu anodin, une étable, et au milieu d'animaux. Donc il y a vraiment, grâce à cette lumière, la manière de caractériser cette spiritualité importante en France à l'époque du Dieu caché. Tous les tableaux des peintres de la réalité ont-ils été oubliés ? Non. Par exemple, celui-ci, La Forge, est un tableau qui a toujours fasciné. Alors on ne savait plus qui étaient les frères Lenain, mais plus du tout. On n'avait plus leur biographie, leur vie, mais le tableau fascinait toujours et donc il a fait partie des collections les plus illustres du XVIIIe siècle. Les connaisseurs au XVIIIe se disputaient ce tableau et il a fini par atterrir dans la collection du directeur général des bâtiments du roi, donc le comte d'Angivillers. Donc vous voyez, c'est vraiment le connaisseur des connaisseurs et avec un poste très officiel. Et ensuite, il a été saisi à la Révolution. Il est entré par ce biais-là au Louvre, et donc depuis le début du Louvre, ce tableau est admiré. Et il a fallu attendre, vous voyez, on l'admirait à travers les décennies, mais il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour que Champfleury, qui est originaire de Laon, et qui, un peu par esprit de clocher, s'est mis à étudier les frères Lenain, eux-mêmes originaires de Laon, c'est-à-dire de donner les éléments biographiques, donner les principales étapes de leur vie, et commencer à reconstituer leur corpus. Qui sont ces frères Lenain ? Alors les frères Lenain, c'est l'un des mystères de la peinture française. Ces trois frères qui sont originaires de Laon. Alors Laon a connu une heure de gloire au Moyen-Âge, mais au XVIIe siècle, c'est une ville un peu endormie. Donc c'est improbable qu'on ait de tels génies artistiques-là. Et là, en plus, ils sont trois frères qui vivent ensemble, qui peignent ensemble, sans qu'on arrive à dire de manière certaine qui a peint quoi. Donc vous voyez, il y a plusieurs mystères autour des frères Lenain. Et ils s'installent à Paris en 1629. Ils obtiennent un brevet de maître peintre, mais un seul. Donc du coup, ils sont obligés finalement de travailler ensemble et lorsqu'ils signent, certains tableaux sont signés uniquement Lenain, il n'y a jamais le prénom. Et ils peignent quoi ? Ils peignent dans cette veine réaliste, des gens du peuple, d'une manière assez saisissante. Vous voyez, quand on regarde la forge, on a l'impression qu'on vient d'entrer dans l'atelier, dans cette forge, et qu'on a interrompu le travail. Les personnages se tournent vers nous, avec une qualité de regard, il y a vraiment une puissance dans les regards, avec aussi une liberté de touche, regardez un peu les flamèches du feu, et puis une qualité de coloris. Les Lenain sont des grands coloris, c'est un coloris restreint, vous voyez, hein, ils ne jettent pas la couleur au visage du spectateur, le coloris c'est une gamme de bruns qui met en valeur les rouges. Là on a véritablement des rouges qui éclatent, et on a une vérité dans la représentation. Donc ça c'est quelque chose qui les caractérise, qui fait que leur art a toujours fasciné, même lorsque leur nom était oublié. Ces peintres de la réalité peignaient-ils des scènes sur le vif ? Alors non, on a longtemps cru que c'était vraiment une sorte de reportage photographique sur les couches les plus modestes, les plus pauvres du XVIIe siècle. C'était l'idée de Champfleury, le redécouvreur des frères Lenain. Mais à mesure qu'on les étudie, on reconstitue leur corpus et surtout on découvre que ce sont des tableaux peints en atelier, donc avec des modèles qu'on retrouve de tableau en tableau, avec des ustensiles, on pourrait dire des accessoires qui reviennent d'une composition à l'autre. Par exemple ici, la bouteille clissée, on va retrouver la même, le même verre à pied, on va retrouver le même dans d'autres compositions. Donc il y a vraiment une mise en scène. Il y a la volonté d'évoquer les classes populaires, mais en travaillant à la manière de représenter. Alors ça pose la question, quelle est la signification profonde ? On a voulu lier les frères Lenain à des courants religieux,
et souvent il y a la représentation par exemple du pain et du vin qu'on a voulu lier à l'Eucharistie. Donc il y a certainement une spiritualité, une consonance religieuse liée à des mouvements de spiritualité français. Bérulle, l'école française de spiritualité, qui met l'accent sur la noblesse des pauvres et le devoir de charité. Donc c'est un peu ce qu'il faut lire à travers ces tableaux, c'est une dignité, une noblesse des plus simples et un devoir de charité à leur égard. Si Paris demeure le centre artistique de la France au XVIIe siècle, d'autres villes et d'autres régions accueillent une vie culturelle florissante. C'est le cas notamment du Puy-en-Velay, où exerce Guy François. Vers 1620, Guy François peint cette Sainte Marie-Madeleine pénitente, où il démontre à la fois son goût pour la réalité et ses influences italiennes. Alors, Guy François est un artiste absolument fascinant, dont nous avons un chef-d'œuvre ici au Louvre, sa Madeleine. Il a été marqué lui aussi, parmi tant d'autres, par le Caravage, car il a passé quelques années à Rome, et clairement c'est une peinture caravagesque, vous voyez, dans la manière dont le corps ressort avec une grande poésie, une poésie très singulière du fond sombre, la manière aussi dont le divin est évoqué, vous voyez juste un rayon de lumière qui vient rencontrer le visage avec les yeux tournés vers le ciel, donc quelque chose de caravagesque et de poétique, et ensuite un artiste qui est revenu dans sa ville de naissance, donc au Puy, et qui a constitué un grand atelier dans cette ville où il a travaillé pour toutes les églises et où il a finalement créé une lignée d'artistes. Donc c'est une œuvre qui est en consonance avec d'autres œuvres qui sont représentées, qui sont présentes dans cette salle. La tour, ça répond à la tour. On a aussi une figure de la Madeleine par la tour, et il y en a une seconde qui est à New York, la Madeleine Wrightsman, peut-être la plus belle, la plus touchante. Guy François, la tour, c'est une parenté d'inspiration, mais aussi les frères Le Nain. Donc on a vraiment ici des artistes qui, soit étant allés à Rome, comme Guy François, soit n'y étant jamais allés de manière certaine, comme les frères Le Nain, quasi certaine, on discute encore. Il y a un doute pour la tour, deux écoles, certains pensent qu'il est allé en Italie, d'autres qu'il n'y est jamais allé, et que vraiment ce qui est déterminant c'est l'influence nordique, les caravagesques d'Utrecht, mais quoi qu'il en soit, des artistes qui transforment l'impulsion donnée par Caravage d'une manière singulière. Quels sont, en France, les grands foyers de la peinture de la réalité? Pour nous, au Louvre, c'est un enjeu de représenter ces foyers régionaux. Le Puy, mais on a aussi des foyers en Provence, foyers avignonnais, foyers aussi à Toulouse, en Languedoc. Donc il y a un ensemble de foyers, on parlait de Laon pour les frères Le Nain, qui sont originaires de Laon et qui certainement sont formés à Laon, sans doute par un peintre venu du Nord. Et d'ailleurs, il y a un axe aussi très important, il y a l'axe Rome, Paris et Rome, foyers régionaux, mais il y a aussi l'axe du nord de l'Europe, des Flandres. Donc il y a vraiment, il faut le comprendre, un réseau européen qui diffuse le mouvement caravagesque et qui diffuse cette inspiration populaire. Et au sein de ces foyers régionaux, il y a des artistes de très grand talent, pensez à Daret, pensez aussi à Guy François, et notamment des artistes qui attendent une reconnaissance. Donc Guy François est typiquement un artiste dont il faut d'autres œuvres au Louvre et pour lequel il faut une grande rétrospective. Dans ce goût général pour la réalité, un nouveau type de représentation apparaît, la nature morte. Oui, il y a un âge d'or de la nature morte dans toute l'Europe. Des artistes absolument incroyables en Espagne, dans les pays nordiques, mais aussi en France, avec évidemment un lien très fort avec les pays nordiques. Et on a des très grands maîtres. Alors ici, on a une icône de Lubin Bogin, mais il y a aussi une artiste féminine qui va, j'en suis certain, devenir une sorte de mythe, comme l'est actuellement Artemisia Gentileschi, donc une des plus grandes femmes peintres du XVIIe, Louise Moyon,
dont au Louvre nous avons 3 œuvres, dont 2 natures mortes. Alors il y en a une qui est peut-être la plus connue, la coupe de cerise, c'est devenu une icône, mais nous sommes ici devant aussi le panier de pêche et de prunes, qui est un petit tableau sur bois extraordinairement savoureux et qui est aussi une belle manière de comprendre l'art de Louise Moyon. C'est une artiste qui est vraiment dans un milieu, qui baigne dans un milieu artistique. Son père, Nicolas Moyon, est peintre, son frère, Isaac Moyon, elle est la belle-fille de François Garnier, dont nous avons aussi un chef-d'œuvre ici au Louvre, dans cette même salle. Donc c'est vraiment, et c'est un milieu d'artistes protestants qui travaillent et qui vivent dans un quartier privilégié de Paris, qui est le quartier Saint-Germain, quartier qui a de nombreux liens, des liens très forts avec le Nord. Et donc c'est vraiment cette manière nordique de représenter en perspective légèrement cavalière, voyez, pour clairement voir les fruits, et ensuite un fond sombre pour faire ressortir les volumes et les textures. Et elle s'y attache avec son talent, avec la qualité de la touche, une touche extrêmement onctueuse, extrêmement juste, un coloris aussi particulièrement soigné, et une composition qui est construite, qui met en valeur certains éléments, elle s'accoste, elle donne toujours une impression de vie en construisant sa composition. Donc il y a vraiment quelque chose de très singulier et de très poétique dans cette peinture. À qui s'adresse ce genre de tableau ? Alors, c'est pour le marché. Là, ce n'est pas des tableaux de commande. Les grandes commandes, c'est pour des tableaux plus importants en dimension, avec des sujets plus ambitieux, d'histoire profane, d'histoire religieuse. Ici, c'est vraiment le vaste marché de la peinture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce quartier privilégié, cet enclos privilégié de Saint-Germain, il y avait une grande foire, la plus grande foire de Paris, la foire Saint-Germain, où il y avait tous les grands marchands de peinture de Paris et du nord de l'Europe qui venaient, et donc on avait un grand marché de la peinture. Et c'est vraiment dans ce contexte qu'étaient peints ces tableaux, et pour des acheteurs potentiels, donc il fallait, du coup l'enjeu artistique était de saisir le regard, de captiver le regard, je dirais, au premier coup d'œil. Parmi ces peintres accordant une importance particulière aux détails réalistes, Philippe de Champaigne est celui qui connaît le plus de succès auprès de la cour royale. Alors Philippe de Champaigne, c'est un des artistes les plus savoureux du XVIIe, un artiste originaire des Flandres, de Bruxelles, et qui s'est installé tôt en France, au début des années 20. Il est en contact d'ailleurs avec Nicolas Poussin à ce moment-là, et il travaille au palais du Luxembourg pour Marie de Médicis, et ensuite il va devenir le portraitiste attitré du cardinal Richelieu. Donc une belle carrière qui va aussi l'amener à côtoyer les jansénistes, c'est-à-dire ce mouvement lié à l'abbaye de Port-Royal, de réforme religieuse, on va dire d'exigence religieuse, de haute spiritualité, qui est l'un des courants spirituels fondamentaux de la France du XVIIe siècle. Sa fille va être religieuse à Port-Royal, et d'ailleurs il va peindre un tableau qui est ici au Louvre, qui montre un miracle qui a touché sa fille, qui a guéri sa fille. Mais ici, ce qu'il nous montre, c'est vraiment un Christ mort, et avec tous les caractères de la mort. Il nous met face à un véritable cadavre, vous voyez, sanglant, marqué par la flagellation, le corps déjà verdi. Donc c'est ce qu'on appelle la kénose, vraiment le fait que le Christ ait assumé tous les caractères de la mort. Et il y ajoute en trompe-l'œil une inscription tirée de saint Paul qui dit « Nous sommes baptisés par ta mort », c'est-à-dire le lien entre la mort du Christ et le baptême et le salut pour les chrétiens, la mort et le salut. Donc c'est une image d'une profonde spiritualité, mais qui est avant tout d'un extraordinaire réalisme. Alors, la kénose est extrêmement importante dans les courants de spiritualité français, notamment le chancelier Séguier. On sait qu'il passe commande d'une Pietà à Lebrun, qui est ici au Louvre, où il veut que soit représenté, voyez, le gonflement des mains du Christ, encore une fois, tous les caractères de la mort. Donc c'est vraiment une attente religieuse, cette représentation réaliste. Mais chez Philippe de Champaigne, c'est aussi son héritage nordique, car il y a une tradition réaliste dans les Flandres et dans le nord de l'Europe, et donc il va faire la jonction, la synthèse de
cette manière réaliste qui remonte aux primitifs flamands et des attentes religieuses de ces commanditaires français. C'est ce qui fait, je dirais, l'unicité de ce tableau, extraordinaire puissance d'émotion et dont on a quand même des modèles, par exemple dans le Christ-mort de Holbein, qui est à Bâle, qui est un tableau qui a marqué Dostoïevski, et on retrouve la même puissance d'une représentation qui vous met face à la mort elle-même. Ce goût pour la réalité perdure-t-il tout au long du siècle ? Alors le goût pour la réalité va être progressivement remplacé par des aspirations plus classiques sous l'influence politique de la montée en puissance de Louis XIV. À partir des années déjà 1650 mais surtout 1660, on va abandonner progressivement ce goût réaliste pour une peinture faisant référence au grand modèle de Raphaël au XVIe, d'Écarache au XVIIe. Poussin va être posé en modèle absolu, de l'enseignement à l'Académie royale de peinture et de sculpture qui est créée en 1648 et dont Philippe de Champaigne est l'un des 12 anciens. Donc d'une certaine manière, Philippe de Champaigne nous fournit une transition entre cette période réaliste, les années 40 et 50, et ensuite la peinture qui va suivre, c'est-à-dire le classicisme, le grand classicisme à la française, dont la figure dominante est Charles Lebrun.